Décembre 2016. Des centaines de lycéens du monde entier se rassemblent à Hong Kong pour un concours international. Ces élèves, parmi les plus brillants mathématiciens de leur pays, participent à l'un des événements les plus prestigieux au monde, les Olympiades internationales de mathématiques. Parmi eux, une équipe provenant de l'un des pays les plus secrets et les plus isolés de la planète, la Corée du Nord. Les 6 jeunes hommes nord-coréens s'avancent, vêtus de chemises blanches et de pantalons noirs, sans oublier les badges de loyauté des Kim épinglés sur le cœur. L'un d'eux, Jong Yo-lee, apparaît nettement plus anxieux que ses camarades. Alors que ses coéquipiers affichent un grand sourire, Jong, lui, jette des regards inquiets aux alentours, préoccupé par quelque chose de bien plus important que des équations mathématiques. Sa liberté. L'histoire de Jong-yeol commence dans une petite ville de Corée du Nord, un pays où les opportunités et le statut social dépendent principalement du passé et de l'histoire de la famille. Par chance, Jong est né dans une famille relativement privilégiée, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu à affronter les grandes difficultés que de nombreux Nord-Coréens endurent. Les familles proches du parti au pouvoir ou celles qui sont liées à ceux qui ont combattu contre le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale ont généralement le plus de privilèges. Le père de Jong, réalisant le potentiel de son fils, décide de jouer un rôle clé dès sa plus jeune éducation. Contrairement à d'autres enfants contraints au travail manuel ou à l'entraînement militaire, Jong a eu la rare opportunité de pouvoir se consacrer aux études et particulièrement aux mathématiques. Dès son plus jeune âge, Jong manifeste un talent particulier pour les chiffres. Son père l'oblige à réviser les tables de multiplication tous les jours avant qu'il puisse aller jouer. Ses efforts portent leurs fruits lorsque Jong, à seulement 12 ans, remporte un prix spécial lors d'un concours national de mathématiques battant des élèves bien plus âgés que lui et attirant notamment l'attention de hauts responsables de l'éducation en Corée du Nord. Le système éducatif en Corée du Nord est un système très strict qui met l'accent autant sur la loyauté envers le régime que sur les matières académiques. Cependant, l'extraordinaire aptitude de Jong pour les chiffres et les équations lui permet de suivre un cursus spécialisé en mathématiques, un chemin rarement accessible et réservé seulement aux élèves surdoués. Grâce à son talent, il obtient l'accès à un ordinateur portable doté de programmes mathématiques pour parfaire sa formation. Une faveur exceptionnellement accordée pour affiner ses compétences. Malgré l'absence d'Internet et les fréquentes coupures de courant, Jong parvient à garder son ordinateur portable chargé grâce à un panneau solaire qu'il construit lui-même et il utilise en hiver un générateur à essence. L'aptitude en mathématiques de Jong le conduit à être sélectionné par l'équipe de Corée du Nord aux Olympiades internationales de mathématiques, un événement prestigieux rassemblant les plus jeunes meilleurs mathématiciens du monde. La préparation pour les Olympiades en Corée du Nord est intense. Le pays voyant le succès dans ses compétitions internationales comme une question de fierté nationale. Jong suit effectivement une préparation rigoureuse, passant de longues heures à résoudre des problèmes complexes avec l'aide des meilleurs mathématiciens du pays. Cette formation vise non seulement à améliorer ses compétences mathématiques, mais aussi à renforcer un sens du devoir et du patriotisme. Le régime exerce une immense pression sur ses participants pour qu'ils réussissent, non seulement à exceller, mais surtout à gagner. Le premier voyage à l'étranger de Jong fut une révélation. Se rendre en Colombie pour les Olympiades représentait une occasion rare, car c'était la première fois qu'il quittait la Corée du Nord. Le voyage lui dévoile un monde nouveau, des villes brillamment illuminées et aux nombreux véhicules. Tout autant de choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Mais aux Olympiades, son équipe se distingue en se classant 5e au niveau mondial, juste derrière la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis et la Russie. Jong remporte une médaille d'argent, un exploit, mais insuffisant pour le régime nord-coréen qui s'attendait à ce qu'il remporte l'or compte tenu de l'investissement considérable réalisé en lui. Mais alors que Jong se tient sur scène en Colombie, tout se bouscule dans sa tête. La Corée du Nord avait poussé sa formation pendant des années et reconnaissait son talent et son potentiel pour contribuer aux objectifs du régime. Mais pourquoi la Corée du Nord s'intéresse-t-elle autant à des étudiants comme lui? Jong savait que le régime n'investissait pas en lui sans raison. Il repense à l'ordinateur portable qu'on lui avait donné. Quel bénéfice le régime retirait-il de cerveaux comme le sien? Toutes ces questions qui envahissaient l'esprit de Jong
augmenter son anxiété, alors même qu'il s'apprêtait à prendre une décision qui changerait sa vie pour toujours. La division cybersécurité de la Corée du Nord commence dans les années 70, quand de nombreux étudiants sont envoyés dans des pays comme la Russie, la Chine et l'Allemagne de l'Est pour apprendre le code. Initialement, ce programme avait pour but de rendre la production et les usines du pays plus efficaces. Mais dans les années 80 et 90, Kim Jong-il réalise le potentiel que peut avoir une équipe de pirates informatiques au sein des services de l'armée. Cette équipe aura pour mission d'espionner et générer des revenus pour le gouvernement. Le Korea Computer Center a été établi au début des années 90 comme le principal centre des activités cyberinformatiques de la Corée du Nord. Il faisait partie du plan de Kim Jong-il pour moderniser la technologie du pays. Au début, le KCC s'est concentré sur la création de logiciels et de matériel informatique, mais s'est rapidement étendu pour inclure la guerre cybernétique et le piratage. Le KCC devient alors un terrain de formation pour les talents académiques les plus brillants de la Corée du Nord, leur enseignant les compétences nécessaires pour la guerre cybernétique avancée. Après son père, Kim Jong-un décide de prendre la division cybermilitaire du pays encore plus au sérieux. En raison de son programme d'armes nucléaires, l'économie de la Corée du Nord est durement touchée par les sanctions internationales. La capacité du pays à accéder aux systèmes financiers mondiaux et à commercer avec le reste du monde se voit limitée. En réponse, la Corée du Nord se tourne vers la cybercriminalité, voyant cela comme un moyen de générer des revenus supplémentaires. Les opérations cyber sont en effet un moyen peu coûteux et très rentable de contourner les sanctions économiques et de générer des revenus pour l'État. Le régime réussit ainsi à voler des centaines de millions de dollars par des attaques informatiques contre des banques, des échanges de crypto-monnaies et des entreprises privées à travers le monde. La Corée du Nord réalise plusieurs attaques de haut vol qui attirent l'attention des médias du monde entier. Parmi les plus célèbres, l'attaque contre Sony Pictures en 2014 et le vol de la Banque du Bangladesh en 2016. En développant une infrastructure cybercriminelle solide et en menant ces différentes attaques, le régime peut financer ses activités. Mais avec la persistance des sanctions, la Corée du Nord continue ses cyberattaques principalement par l'intermédiaire d'un groupe de pirates bien connu, Lazarus. Le groupe Lazarus, soutenu par le gouvernement nord-coréen, est une célèbre organisation de pirates informatiques qui forme et déploie des cybercriminels qui utilisent Internet comme champ de bataille. Lazarus a en effet été associé à certaines des cyberattaques les plus marquantes de l'histoire récente d'Internet. Ils sont notamment connus pour leurs techniques de piratage révolutionnaires et ont déjà causé des pertes financières à l'échelle mondiale se chiffrant en millions de dollars. L'attaque la plus ancienne du groupe Lazarus est connue sous le nom de l'Opération 3 qui a lieu en 2009. Il s'agissait à l'époque d'une opération d'espionnage qui utilisait des attaques par dénier service ou DDoS pour cibler le gouvernement sud-coréen. L'émergence du groupe Lazarus a entraîné une augmentation significative des investissements en cybersécurité par les gouvernements du monde entier, ainsi que par les entreprises privées. Des entreprises comme Sony sont désormais plus vigilantes que jamais et emploient des analystes de cybersécurité de premier plan, utilisant des protocoles de sécurité très avancés. À la suite de cette opération, les pays ont commencé à partager les renseignements sur ces cybercriminels nord-coréens et à collaborer dans des enquêtes de cybersécurité pour pouvoir suivre et faire front aux activités du groupe. Les États-Unis ont notamment imposé des sanctions à des individus et des entreprises liées au groupe cybercriminel Lazarus. L'un des membres les plus connus du groupe Lazarus s'appelle Park Jin-hyuk, un programmeur nord-coréen inculpé par le département de la justice des États-Unis en 2018. Il est accusé d'avoir participé à plusieurs cyberattaques majeures. Park est considéré comme une des figures clés du groupe Lazarus et est relié à l'attaque de Sony Pictures en 2014, ainsi qu'au vol de la Banque du Bangladesh en 2016. Les accusations portées par le gouvernement américain contre Park ont permis de dévoiler en détail le fonctionnement du groupe Lazarus. Ces accusations expliquent notamment comment Park et son équipe utilisaient des méthodes de piratage, telles que les emails de phishing, les malwares et l'ingénierie sociale pour infiltrer leurs cibles. Ces accusations sont significatives car elles représentent l'une des premières fois où un individu nord-coréen est spécifiquement accusé de commettre des attaques pour le compte de la Corée du Nord. Malgré les accusations, Park reste en liberté et l'on suppose qu'il est actuellement en Corée du Nord, hors de la portée de la justice américaine.
Son cas illustre la difficulté que représente la traque des pirates informatiques nord-coréens en justice. Comme nous l'avons vu avec Jong Yol-ri, le parcours pour devenir cybercombattant en Corée du Nord commence souvent dès le plus jeune âge. Les étudiants talentueux sont identifiés lors de tests nationaux, notamment en mathématiques et en sciences. Ceux qui obtiennent des scores supérieurs à la moyenne sont recrutés dans des programmes spécialisés où ils reçoivent une formation approfondie en informatique et en technique de piratage. La formation est intensive et couvre divers aspects cyberstratégiques qui comprennent notamment l'infiltration de réseaux, le développement de malware et le développement de logiciels. Ces jeunes recrues ne sont formés que pour voir Internet comme un champ de bataille où ils pourront mener une cyberguerre afin de promouvoir les objectifs du régime nord-coréen. Ils passent d'innombrables heures à s'entraîner et à affûter leurs compétences, se préparant pour les cyberattaques qu'ils devront mener dans le futur. La vie quotidienne d'un cybercombattant en Corée du Nord est extrêmement exigeante et structurée. Les recrues vivent dans des installations gérées par l'État et leur routine est stricte. La majeure partie de leur journée est consacrée à la programmation, l'informatique et à des cours d'infiltration de systèmes informatiques. Ces cybercombattants opèrent généralement en équipe. Chaque membre se spécialise dans différents aspects afin qu'ils puissent accomplir n'importe quelle mission qui leur est confiée. Ils travaillent de longues heures, souvent isolés du monde extérieur et avec un accès limité aux informations extérieures au pays. L'État leur fournit des outils et des ressources nécessaires, incluant des ordinateurs et des logiciels de pointe. Mais leurs activités sont étroitement surveillées par le régime, qui veut s'assurer de leur loyauté et prévenir toute tentative d'évasion. Malgré cet environnement de travail exigeant et cette pression intense, les cybercombattants du régime sont considérés comme faisant partie de l'élite de la société nord-coréenne, bénéficiant d'une meilleure alimentation et de meilleurs logements comparés à la population générale. Ce traitement spécial fait partie de la stratégie du régime pour maintenir leur loyauté, prévenir les défections et s'assurer du dévouement sans faille des recrues envers leur mission. Fuir la Corée du Nord relève quasiment de la mission impossible tant les risques d'être tués ou capturés sont extrêmement élevés. Une évasion typique commence généralement par une traversée des frontières fortement gardées, habituellement vers la Chine, car la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est l'une des frontières les plus dangereuses du monde. La Corée du Nord a des contrôles frontaliers stricts, truffés de mines terrestres, de clôtures électriques et de gardes ayant pour ordre de tirer à vue. Une fois en Chine, les transfuges doivent encore éviter d'être capturés par les autorités chinoises qui renvoient souvent les Nord-Coréens dans leur pays. Et être renvoyés équivaut invariablement à une punition impitoyable. Ceux qui sont attrapés subissent des persécutions et leur famille est souvent envoyée dans des camps de travail. Pour prévenir les défections, la Corée du Nord utilise plusieurs stratégies, la principale étant la propagande. Le régime dépeint en effet le monde extérieur, principalement les États-Unis et la Corée du Sud, comme des États hostiles et dangereux. Le peuple doit glorifier le leadership nord-coréen, même en période de famine. Cette propagande est renforcée par un contrôle strict de l'information. Les citoyens n'ont presque aucun accès aux médias étrangers et à Internet. Les médias contrôlés par l'État diffusent constamment des narratifs pro-régime pour maintenir la loyauté et la peur du monde extérieur. Une autre stratégie de dissuasion utilisée est la punition collective. Si une personne osait déserter, les membres de sa famille restés en Corée du Nord subiraient de graves conséquences, pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, la persécution, voire même l'exécution. Cette politique de culpabilité par association peut s'étendre à 3 générations, ce qui est en fait un outil puissant pour dissuader toute envie potentielle de défection. Les déplacements à l'intérieur de la Corée du Nord sont également strictement contrôlés. Les citoyens ont besoin d'un permis pour se déplacer dans le pays et les voyages internationaux sont pratiquement impossibles pour le commun des mortels. Le régime contrôle aussi la distribution de nourriture et les emplois, s'assurant ainsi que les citoyens dépendent de l'État pour les besoins de base. Et en Corée du Nord, la surveillance est omniprésente. La police du régime et les informateurs surveillent constamment la population et les citoyens sont récompensés à chaque fois qu'ils signalent des activités suspectes autour d'eux. Donc, si vous tentez de vous échapper, que vous êtes capturé, les exécutions publiques sont également monnaie courante pour rappeler à tous ce qui se passera si vous essayez de fuir.
Malgré cela, quelques Nord-Coréens résistent tout de même à quitter le pays chaque année. Pour notre ami Jong Yul-rae, la réalité est devenue douloureusement claire après son retour des Olympiades internationales de mathématiques en 2015, quand il apprend par un ami que des hauts responsables d'une agence gouvernementale interrogeaient ses amis et ses parents. Jong comprit alors immédiatement ce qui allait se passer. L'État allait exploiter son talent pour les chiffres et lui offrir un poste de pirate informatique. Cette perspective le remplit d'effroi. Travailler dans l'une des sections les plus surveillées de l'armée voulait dire qu'il serait coupé du reste de la société et qu'il n'aurait aucune liberté. Il comprenait également que s'il recevait l'ordre de rejoindre la division cyber-militaire du régime, il ne pourrait jamais s'y opposer. Sachant qu'il ne pouvait concourir aux Olympiades internationales de mathématiques que jusqu'à ses 18 ans, il pourrait participer à une dernière compétition avant d'être recruté. L'année suivante, lors des Olympiades internationales de mathématiques de 2016 à l'Université des sciences et de technologie de Hong Kong, Jong y voit là son ultime chance de s'échapper. Comme il faisait partie des compétiteurs, il n'était pas étroitement surveillé et entretenait de bonnes relations avec les enseignants qui accompagnaient l'équipe. Après avoir remporté une autre médaille d'argent cette année-là, Jong saisit sa chance. Il sort de l'hôtel où est logée l'équipe, prend un taxi pour l'aéroport où, avec l'aide d'un employé de la compagnie aérienne, trouve l'adresse du consulat de la Corée du Sud. Il prend alors un autre taxi pour s'y rendre et informe un diplomate sud-coréen de son souhait de déserter. Il passera ensuite 70 jours à Hong Kong, attendant nerveusement que la délégation sud-coréenne négocie son passage à Séoul en toute sécurité. Après la défection de Jong, la Corée du Nord a suspendu son programme pour les Olympiades internationales de mathématiques pendant 2 ans. L'équipe nationale est maintenant encadrée par des agents du régime pour s'assurer qu'aucun participant ne s'échappe. Depuis, Jong a pris un nom sud-coréen et est dans la trentaine. Il a ensuite étudié les mathématiques à l'Université nationale de Séoul. Aujourd'hui, il n'a toujours pas revu ses parents depuis sa défection.